Après la sortie de Cissé Bakongo, suite à la sortie du président Gbagbo Laurent à Beauville, Cissé Bakongo a attaqué frontalement le président Gbagbo Laurent. Kone Katina, porte-parole du PPACI, vient pour recadrer Cissé Bakongo. Les gars, 2027 s'annonce fracassant. On écoute ensemble. À ce que nous discutons, c'est notre ADN, c'est notre génie. Et c'est à ce moment-là qu'on entend des bruits par-ci, par-là. Et on n'en a pas l'habitude, mais personnellement, nous trouvons qu'il est inacceptable que des personnes qui sont au pouvoir, que de surcroît occupent des fonctions importantes dans leur parti politique, parlent comme ça, avec légèreté et désinvolture. Quand on a écouté le secrétaire exécutif du RHDP, à la personne du Sieur Bakongo, beaucoup de personnes nous appelaient, il faut réagir, il faut que vous réagissiez. On dit oui, on va réagir. Et en réaction, je voudrais rappeler cet adage de chez nous, une sagesse très africaine qui dit ceci. Dans un village, il y avait un vieil aveugle. Il n'allait jamais au champ puisqu'il est aveugle. Il restait au village. Et puis un soir, un matin, au moins que tout le monde est allé au champ, quelqu'un est venu chercher querelle, lui faire querelle. Le vieux, il est aveugle, lui, il ne sait pas. Il lui parle mal, il lui dit des choses. Et le vieux ne dit rien. Le soir, quand il arrive, son fils arrive, il arrive, il dit, ah, il y a un monsieur qui est venu me voir, qui est venu demander après toi. Mais il était laid. Il était très laid, ce monsieur. Il n'est pas de chez nous. Et il n'est pas des environnements. Il n'a pas grandi avec ses parents. Et il n'a pas d'enfant. Donc le fils qui dit, mais attends, papa, tu es aveugle depuis 10 ans. Mais comment tu as pu constater la laideur de quelqu'un? Et tout ce que tu as dit là, comment tu as pu constater ça? Alors le vieux lui dit, on n'a pas besoin de voir pour constater la laideur de quelqu'un. Les propos qui sortent de la bouche d'un homme et qui s'adressent à quelqu'un de plus âgé que lui et qui est plus important dans la société que lui, ses propos, la laideur de ses propos détermine la laideur physique de la personne qui les dit. Et j'ai constaté qu'il était laid à cause de ses propos qu'il a tenus. Je n'ai pas besoin de le voir. Deuxièmement, j'ai compris qu'il n'est pas de chez nous. Parce que dans notre région, du nord au sud, de l'ouest à l'ouest, il y a une éducation minimum que nous avons. Des gens de chez nous et des gens qui sont à côté de chez nous ne parlent pas comme ça. Donc, j'en déduis que celui-là, il n'est pas de chez nous. Et il n'est pas d'à côté. Il est doux. Deuxième conclusion. Troisièmement, il n'a pas de papa. Il n'a pas vécu avec ses parents. Parce que chez nous, le minimum qu'on donne comme éducation à quelqu'un, c'est le respect de l'aîné. Quelle que soit l'adversité, on lui parle, on trouve la formule pour lui parler. Quand tu parles comme ça, ça veut dire que tu n'as pas réussi d'éducation. Ou alors tu as fui tes parents, tu n'as pas vécu avec tes parents. J'ai compris qu'il n'a pas d'enfant. Parce que ce que nous donnons, nous avons le devoir de laisser à nos enfants plus que nous avons reçu de nos parents. Et ce que nous disons, ce que nous faisons, doit à chaque fois être une leçon de vie pour nos enfants. Mais quand nous parlons, faisons attention à nos enfants qui nous écoutent, puisque c'est ce que nous leur laissons comme éducation. Donc s'il avait des enfants, il ne se porterait pas comme ça. Et à mon fils, je te l'ai dit, et le vieux lui comme ça, mon fils,
ce que je te dis s'adresse aussi à toi. Tiens compte en toutes circonstances de savoir comment tu parles, à qui tu parles et dans quelles circonstances on parle. Je pense que ça manque beaucoup à M. Cissé Bakongo, qui n'en est pas à son premier essai. Les propos qu'il a tenus sont suffisants pour nous, au PPACI, pour ne même pas lui confier un poste secrétaire de base. Non, mais je vous le dis honnêtement, Cissé Bakongo ne peut pas être secrétaire de base du PPACI. Il n'a ni l'éducation pour ça, il n'a ni la formation pour ça, il n'a ni la sagesse pour ça. On comprend alors notre problème dans ce pays. Parce que si le président de la République, qui est chargé de conduire le pays, est entouré de ces gens de conseillers, le pauvre, je n'aimerais pas vraiment être à ta place. Je n'aimerais pas vraiment être à ta place. On ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça au hasard. Nous, là, quand nous abordons, malgré tout, quand nous parlons du chef de l'État, nous y mettons sous la forme. Par l'éducation et par la République. On ne peut pas servir la République et se comporter comme un voyou. Il était bon que les uns et les autres comprennent cela. C'est par sagesse qu'on ne répond pas. Mais attention, trop, ça commence à être débordant. Le président Laurent Gbagbo n'est pas le camarade de quelqu'un parmi eux. L'adversaire du président Laurent Gbagbo s'appelle le président Ouattara. Ce n'est pas eux. Ils s'excitent trop pour si peu. Ils s'excitent trop pour si peu. Nous sommes engagés. Nous sommes déterminés. Le PPACI a décidé qu'il allait son candidat. En quoi cela, eux, ça les perturbe? S'il est impopulaire, ils vont le gagner facilement. Où est le problème? On ne comprend pas la raison pour laquelle ils sont si excités pour si peu. Merci beaucoup. Nous, notre priorité, c'est l'élection du président Laurent Gbagbo en 2025. Mais l'alignement de notre... J'ai fini avec... bon, on va pas s'éterniser sur... C'est anecdotique, on va passer à des choses plus sérieuses. Mais, avant que tu l'oublies, il a dit quand même quelque chose d'assez grave, qu'il faut que je parte en lui. Il a dit, en parlant de président, qu'il était ontologique. Il dit, il est anthropologiquement établi qu'il ne peut pas diriger. Alors, je lui ai dit, on lui répond de façon simple, qu'on lui concède les bénéfices de l'ignorance. Parce qu'on suppose qu'il voulait parler d'ontologie. Quelqu'un, ce qui relève ce qui est intrinsèque à quelqu'un, c'est ontologique. Mais quand tu t'adresses, tu abordes la question sous l'angle anthropologique, c'est toute une communauté que tu vois. Alors, donc j'imagine bien qu'il ne fait pas l'injure aux militants et les cadres de RHDP qui sont de la région du président Laurent Gbagbo, qu'eux ils sont là-bas uniquement parce qu'ils sont incapables de gouverner et que c'est eux ils sont là pour les accompagner pour gouverner. Parce que quand tu parles d'anthropologie, tu renvoies forcément à une communauté. C'est l'ignorance. Je crois qu'il voulait dire ontologie. On le lui concède cette ignorance. Il a parlé également que le président Laurent Gbagbo a été... Il y a eu un non-lieu. Bénéficier d'un non-lieu. Alors là, on lui concède au moins, on préfère lui considérer le bénéfice de la mauvaise foi que celui de l'ignorance. Parce que un enseignant de droit à l'université, si tu dis ça, je ne peux pas permettre de dire que tu es ignorant. Je te conseille que c'est parce que tu es de mauvaise foi.
Sinon, il y a une différence abyssale entre un acquittement et une condamnation. Un non-lieu. Juste pour ceux qui nous écoutent, pour ne pas qu'il y ait de confusion, la seule étape dans la procédure à la CPI où on peut parler de non-lieu, c'était pendant la confirmation des charges. C'est cette étape-là qui remplace l'instruction chez nous. Mais quand un procès a eu lieu, ce n'est pas parce que l'accusé n'a pas présenté les témoins et que comme il n'a pas présenté les témoins, donc on dit que c'est un non-lieu. Non. Ça là, c'est en deuxième année de droit. On l'apprend. C'est en deuxième année de droit. La procédure pénale. Le droit pénal. Donc, le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Et c'est justement cet artifice-là que Bensouda a voulu utiliser quand elle a fait son appel. Elle a fait l'appel sur la base de, à la limite, en lieu et place de l'acquittement, il faut que vous disiez un non. On lui dit non, madame. Au stade où nous sommes, les juges nous dit, au stade où nous sommes arrivés là, c'est un acquittement. Ça veut dire que quoi? Le président Laurent Gbagbo n'est plus présumé innocent. Il est déclaré innocent. Voilà la différence, M. Bakongo, pour reprendre tes études de droit à la deuxième année. Tout simplement. Il est définitivement déclaré innocent. C'est fini. Donc ça, on veut quand même le lui dire pour qu'il n'y ait pas de confusion possible. J'entends souvent ça. Nous sommes revenus là-dessus parce qu'on entend souvent ça. On est pour calmer les militants parce qu'à qui ils ont dû leur dire « Ah oui, mais attendez, vous imaginez, quand il est parti, il ne reviendrait plus. » Il est revenu. Alors pour les calmer, on dit « Non, 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 on va se débrouiller. » Ce n'est pas un non-lieu, c'est un acquittement. Alors, l'ubiesque, c'est de dire que c'est le président Ouattara qui a intervenu pour que Gbagbo soit libéré. Bon, je vais dire quand même... Bon, excusez-moi, hein, mais quand quelqu'un décide de lui-même de quitter la nature humaine pour se donner une autre nature, bon, excusez-moi, moi je ne peux pas. Et c'est tellement de nos problèmes. Comment on répond à des bêlements? Moi je ne sais pas. On ne comprend pas le langage des bêlements. Parce que ce n'est pas nous qui l'avons dit. Non, non, il faut que les choses soient claires. Il faut que les choses soient claires et connues. Quelqu'un, dans nos sociétés, il y a l'étrangénie. Quelqu'un dit, moi je suis femme, je vais devenir homme. On lui accepte. Je suis homme, je vais devenir femme. On dit, ça marche. Quelqu'un dit, moi je ne suis plus humain, je vais devenir mouton. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Non, mais je vous l'ai dit. En toute honnêteté, on fait quoi avec ça? On fait quoi avec ça? Et comme nous ne pouvons pas répondre, on ne sait pas le langage, moi je ne sais pas le langage des moutons, donc on ne peut pas lui répondre, on va s'arrêter là pour s'occuper de ce qui est essentiel pour la Côte d'Ivoire. Au niveau de la sous-région, le contexte, il faut quand même se faire un clin d'œil sur l'élection qui s'est passée au Sénégal. Et comme toujours, les gens se trompent toujours dans la lecture des événements. Ils voient, ils disent, ah non, c'est des jeunes qui sont revenus au pouvoir, il était dans ces prisonniers de pouvoir. Ça là, ce n'est pas ça qui est la leçon à tirer de l'élection au Sénégal. Ce n'est pas ça du tout. Oh, il ne faut pas nous divertir avec ça. Ce n'est pas ça. Celui qui n'a pas compris les élections, la leçon, il y a 3 grandes leçons à tirer des élections au Sénégal. Il y a d'abord les 3 grandes leçons, parce que ce n'est pas la jeunesse, il y a plus jeune que qu'on appelle Bachirou, qui gouverne dans le monde et même en Afrique. Ce n'est pas parce qu'il est sorti de la prison qu'il est venu. Avant lui, plusieurs personnes, ça est arrivé à plusieurs personnes.
Donc ce n'est pas ça où les gens veulent nous envoyer, non. La première leçon, c'est le peuple sénégalais qui a refusé un troisième mandat illégal, qui a tenu à l'exception, à son exception démocratique, qui s'est battu pour que son exception démocratique soit conservée, qui s'est battu dans le sang et dans la sueur pour que son exception démocratique soit conservée. Ça, c'est la première leçon. Le peuple a protégé sa démocratie. La deuxième leçon, c'est que les fondements de toute démocratie, c'est la justice. La justice est l'institution qui garantit la démocratie. Le Conseil constitutionnel sénégalais a sauvé la démocratie au Sénégal. Et quand je le dis, j'ai mon regard tourné vers le Conseil constitutionnel ivoirien et la justice ivoirienne. Cette volonté de sauver la démocratie au Sénégal tranche avec le harcèlement inutile qu'une justice, la justice ivoirienne met sur le président Laurent Gbagbo. Tout simplement, pour ne pas qu'il compétisse. Je l'ai toujours dit, et nous pensons au PPACI, d'ailleurs dans nos propositions de gouvernement on le dira, aucune réforme judiciaire au sens institutionnel, aucune réforme judiciaire au terme matériel, c'est-à-dire du texte, n'est capable d'accorder la liberté à un juge en dehors de sa propre conscience. On a beau donner tous les textes. Et le président Gbagbo l'a fait. Quand il est arrivé, il a créé le corps des magistrats en le détachant totalement. Et c'est devenu aujourd'hui, le salaire des magistrats est devenu le référent des autres grands corps. Mais malgré ça, regarde ce qu'on a fait. Quelqu'un qui vous l'envoyez quelqu'un à la BC en prison, quelque part, et vous organisez un procès, dont l'unique but est de faire en sorte que l'accusé ne soit pas présent. Mais ça, j'estime que chacun doit regarder ce qui s'est passé au Sénégal et puis se revoir. Ça, c'est la deuxième leçon. Le rôle de la justice dans le fond de la démocratie. Et la troisième leçon qui est la plus importante aussi pour nous, l'élection au Sénégal est l'expression de la volonté des pays de l'Afrique de l'Ouest, en tout cas francophone, de finir avec un ordre. C'est là-bas le discours de rupture de Pastef et de Ousmane Sonko que le Sénégal est arrivé à ce résultat-là. Ce faisant, sans se rendre compte, il donne même une légitimité à ceux qu'on appelle les ruptures anticonstitutionnelles, c'est-à-dire les coups d'État qui ont eu lieu, puisque c'est sur cette base-là que ces jeunes-là ont finalement l'adhésion, les populations les soutiennent, à cause justement du discours de rupture. Et ce faisant, il rejoint un homme à qui on doit reconnaître l'initiative, et qui s'appelle Laurent Gbagbo. C'est pourquoi pour nous qui sommes engagés dans la lutte pour la rupture de l'ordre, on ne peut pas trouver meilleur candidat que Laurent Gbagbo pour mener ce combat-là pour nous. Ça, il faut que ce soit clair et compris. Donc, notre situation est la situation de quelqu'un qui a commencé un combat incompris en son temps, mais on le rejoint et c'est à ce moment-là on dit non, il faut abandonner le combat. Mais pourquoi? Ça va? Allez.
Ça va? Allô, c'est bon. Voilà. C'est-à-dire, les autres, ils font ce que le président Laurent Gbagbo a commencé il y a plus de 50 ans dans son combat. Et c'est à ce moment-là qu'on dit non, toi, il faut abandonner, il faut chercher les plus jeunes. Nous, on n'est pas dans un problème de jeunesse chez nous. On n'est pas dans un problème dans cette... Non. On est dans un combat qui est lourd, difficile, pour lequel quelqu'un a donné de son prix et qui continue de payer de sa vie. Ce n'est pas un petit jeu pour nous. Ce n'est pas un petit jeu pour nous. Donc, plus que tout, le président Laurent Gbagbo incarne toute la légitimité pour être notre candidat. Et c'est pourquoi ce n'est même pas lui qui a décidé. C'est sur insistance de nos militants qui comprennent les enjeux géostratégiques. Parce que si nous ne comprenons pas ça, et que nous pensons que quelques victoires par-ci, par-là sont suffisantes et que l'ordre est affaibli, qui ne reviendra pas, on se trompe lourdement. Cet ordre-là, il va reculer, il va s'organiser et il va revenir à l'assaut parce que cet ordre est vital pour eux. Donc, nous ne devons pas baisser la garde. Au contraire, tous les résistants à cet ordre doivent se réunir autour de symboles forts comme le président Laurent Gbagbo. Ne nous méprenons pas. La guerre en Ukraine, son rôle fondamental, tout ce qu'ils donnent à l'Ukraine pour résister, ce n'est pas parce qu'ils aiment les Ukrainiens. Non. C'est pour pouvoir maintenir la Russie qu'ils considèrent comme l'aile militaire de le nouvel ordre, le maintenir bloqué là-bas pour ne pas qu'ils puissent venir les déranger ici. Donc la bataille là, elle n'est pas finie. Et ce n'est pas une petite, ce n'est pas une bataille de plaisantins. C'est une bataille de personnes déterminées. Et le président Laurent Gbagbo est allé au fourneau, il en est ressorti et il connaît donc, plus que tout, il a toute la légitimité pour être notre candidat. Et c'est pourquoi nos militants qui comprennent très bien les enjeux géostratégiques l'ont choisi. Et c'est parce qu'ils sont conscients que ce temps, y compris les relais locaux, utilise tous les artifices pour empêcher, mais je dis vainement, la candidature du président Laurent Gbagbo. Et parmi ces artifices, c'est le faux braquage de la BCEAO sur lequel je voudrais revenir. Ce sera le deuxième point. On a fait un papier, le président avait promis à Agboville qu'un document devait être fait et il avait même imposé une date de mardi. Le document a été produit et il a été lu. Je crois que vous l'avez lu. Si vous ne l'avez pas encore lu, rentrez sur les réseaux, on va vous les distribuer. On a même souhaité que le LG voit dans quelle mesure on pourrait les distribuer aux structures de base pour qu'ils puissent prendre possession parce que c'est un document sur lequel il y a des éléments de recherche qui ont été faits pour pouvoir prouver comment, et c'est ce que nous allons faire, on va reprendre quelques éléments ici, comment dans la réalité, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui a braqué la BCEAO, mais c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a braqué le président Laurent Gbagbo. L'État de Côte d'Ivoire a braqué le président Laurent Gbagbo et on va vous donner les éléments pour vous justifier. Et pourquoi ça là, ça ne peut pas nous empêcher d'arriver à notre fin. Je ne revenais pas sur ce document, je prends vraiment quelques éléments pour que nous comprenions pourquoi nous devons nous battre de l'inacceptable. D'abord, il faudra relever qu'il n'y a pas eu de braquage ni à la BCEAO ni à la Banque centrale. Mais quand nous le disons, ce n'est même plus nous. Celui qui vous parle, j'ai eu l'avantage. Dieu sait bien les choses. Au Ghana, on m'a poursuivi 1 an avec cette affaire. Il y a des avocats parmi nous. Mais quand vous poursuivez quelqu'un, vous donnez donc les pièces à conviction. C'est ce qu'on appelle les échanges d'écriture et les échanges de pièces. Donc, ils ont été obligés de me donner et donner à mon avocat les pièces, les dépositions sur la partie desquelles ils font et a fait leur poursuite. Mais c'était une mine d'or. Comme le président Laurent Gbagbo, j'ai dit, quand j'ai lu, quand maman m'a donné, j'ai lu ça, j'ai dit, ah, c'est sur ça là. Ils veulent que le Ghana m'extradite. C'est pas possible.
dans aucune déposition, ni de la BCAO, et quand je dis c'est les responsables, ni des banques centrales, des banques commerciales, ne mentionnent un quelconque vol quelque part. On a introduit M. Ama Ayaye, qui était le directeur de la banque, la BCAO par intérim. Dites-nous, c'est le procureur Simplice, Kofi Simplice. On dit tous les noms. Ça fait pas de l'histoire. C'est lui qui a fait le témoignage. Le procureur demande à Jean-Pierre Maé, monsieur le directeur, parlez-nous du vol à main armée à la BCAO relayé par la presse. C'est ce que le procureur lui demande. Le directeur de la banque, monsieur Ayaye Jean-Baptiste, répond à Ayaye, comme je n'étais pas présent au moment des faits, je ne peux dire qu'il y a eu vol à main armée à la BCAO. La BCAO fait un inventaire pour connaître les montants exacts des sommes retirées pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire. Cette déposition, elle a eu lieu en juin. C'est-à-dire quoi? Que 4 mois après les faits, le directeur les a dit que lui ne sait pas qu'il y a eu vol à la BCAO, à la banque. C'est une façon très polie de dire, mon ami, nous on n'a pas voulu, été volé. Et je n'étais pas au courant. Parce qu'un vol, la braquage, là, cassé, là, ça c'est visible. Quand il est venu, on lui a donné un rapport détaillé. Mais il dit même, on est en train de faire l'inventaire pour voir ce qui a été retiré pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire.